Bonsoir tout le monde. Bonsoir professeur. Bonsoir la maman. Bonsoir. Oui, et bonsoir Sanda. Vraiment, professeur, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Très honnêtement, j'ai les larmes aux yeux de voir Sanda se battre. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Pour notre pays, ça me fait pitié. Voilà un jeune qui se bat pour survivre devant nous. Ils sont là, ils sont à main nue. Tout ce qu'ils vous racontent là, c'est parce qu'ils sont à main nue. C'est le combat de David contre Goliath. Mais Sanda, il faut tenir, hein? Il faut tenir. Merci. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut te battre. Il faut entraîner les gens pour se battre. Il faut que vous vous battiez pour vivre. Il faut que vous cessiez de survivre. Continuez à être courageux comme ça. Entraîne d'autres jeunes à être courageux comme toi. Battez-vous parce que vous vous battez pour votre vie. C'est vous qui buvez de l'eau dans les mares avec les bœufs. C'est vous dans ce pays qui vous asseyez par terre et qui avez vos ardoirs sur vos genoux. Parfois, vous n'êtes même pas assis sur des parpaings de briques. C'est vous qui pouvez rester 6 mois, 9 mois sans eau. Parce que quand la saison sèche arrive, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien planter, vous ne pouvez rien semer. Moi, j'ai vécu à Yagua, j'ai vécu dans l'extrême nord. Je sais ce que vous vivez. Je sais ce qu'un jeune comme toi se bat pour arriver là où tu es là aujourd'hui. Et je vous dis courage. Parce que nous avons plus de chance que vous. Nous avons plus de chance que vous. Je sais d'où vous sortez. Je sais ce que c'est que la culture du riz. Vous vivez simplement de la culture du riz dans ces zones-là. Moi, j'ai été à Yagua, j'ai été à Maga. Je connais tous ces coins-là. Je connais la sèmerie parce que j'ai vécu à la sèmerie de Yagua. Professeur Bonnet, quand quelqu'un dit, la maman, il faut nous aider, on peut faire notre saison de riz. Professeur Bonnet, c'est qu'il demande 50 000 francs seulement pour faire une saison de riz qui va nourrir 10 personnes dans la maison pendant une année. Dans cette zone que je connais très bien, professeur, pendant la saison sèche, ils enlèvent les toitures des maisons tellement chaud. Et ils savent que pendant 7-8 mois, il ne va pas pleuvoir. Les maisons là-bas, les maisons s'appellent les sarés. Ça veut dire que c'est des concessions clôturées en terre où toute la famille vit. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, comme Vincent a déclaré que le premier argent qu'il a eu, il a pu construire à sa mère une maison pour que lui aussi, il ait une chambre quelque part. Donc, quand Sanda parle là, il parle vraiment avec son cœur. Mais il a soulevé, c'est ce problème des princes et des pauvres, de ceux qui ne font rien. En fait, la vérité, c'est que c'est ce problème de caste. C'est-à-dire que Sanda est de la basse classe. Quand les gens, c'est un peu comme le professeur le sait, au Maroc, il y a ce qu'on appelle les Asis, c'est-à-dire les esclaves. Ils n'ont pas place là où les princes s'assoient. Chiroma n'est pas considéré comme dans le milieu des grands. On l'a simplement même peut-être fait notable parce qu'il est ministre. Il n'aurait pas été ministre, on ne l'aurait même pas mis là-bas. Parce que ces choses-là, ça se fait en caste. Ils sont encore dans les systèmes de caste. Mais comme tu le sais, professeur Boni, dans les castes, ce sont les pauvres, ce sont les esclaves qui, eux, travaillent dans les milieux des castes et qui sont souvent beaucoup plus nombreux que ces princes et ces rois. Donc, si Sanda parle aujourd'hui, parce que je me dis, il faudrait même que, par rapport à sa façon de nous présenter le problème. Très bien, voilà. Donc, je voulais dire, par rapport à la situation qu'il présente, c'est vrai que la dynamique populaire a le dessus dans cette région-là. Maintenant, je dis par rapport au discours que j'ai entendu dans la journée, pour dire que, bon, les deux parties n'ont pas eu le temps de s'organiser pour pouvoir aller défier. Mais le combat de David contre Goliath, c'est Dieu qui le fait aussi. Quand on dit que les gens n'ont pas eu le temps de faire quelque chose, mais justement, si vous savez donc que les gens sont peut-être entrés tard dans la bagarre et qui n'ont pas eu le temps et qui n'ont pas les moyens, mais pourquoi vous ne mettez pas ces moyens à leur disposition? Pourquoi vous ne les aidez pas avec vos moyens
pour amener à ce pourquoi vous vous battiez, c'est-à-dire le changement. Si vous vous battiez pour le changement et que vous avez toute la logistique, toute la force, tous les moyens qui peuvent amener au changement, mais pourquoi ne pas accompagner ce petit poussé à atteindre ce même objectif qui est le changement? Parce que, professeur, c'est là où je me pose quand même des questions. Ça veut dire que, est-ce que nous sommes vraiment pour le changement? Est-ce que nous ne sommes pas pour le changement seulement par nous? Parce que nous sommes en train de vivre un peu ça actuellement. C'est-à-dire que si nous sommes là, devant, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, on va dire, mais ils sont où? Ils sont situés où? On n'a pas confiance, parce que nous vivons dans des critères stéréotypés. Moi, je pense que beaucoup de gens ne pouvaient pas s'imaginer que la vague Chiroma serait ce qu'elle est en train de faire. Sinon, le Conseil constitutionnel même l'aurait écarté. C'est-à-dire que le mépris qu'il y a à dire que ce sont les gens de la basse classe, de la caste, ils sont restés dans ce mépris, ne s'imaginant pas que derrière Chiroma, il y a ce bas peuple. C'est pour ça que moi j'appelle Chiroma le candidat du peuple. Lui, c'est le candidat du peuple. C'est vrai, on nous a balancé il y a quelques années le choix du peuple. Le choix du peuple, c'est qu'on choisit pour vous. Mais le candidat du peuple, c'est le peuple qui prend son candidat et l'aide à aller gagner quelque chose en combat. Et ce peuple-là que Chiroma a, c'est un peuple, lui, qui n'a pas les moyens, mais qui veut vivre, qui veut cesser de... qui veut le changement, qui ne voudrait plus boire les mares d'eau, ne plus discuter l'eau avec les bœufs et les moutons, ne plus travailler dans les rizières pour ne gagner que 15 000 à l'année, 15 000 à l'année. Ce n'est pas 15 000 le mois, c'est 15 000 à l'année. Donc, si eux, ils n'ont pas ces moyens, que nous autres, moi je ne les ai pas beaucoup trop, mais je me dis que quand je regarde par rapport à eux, je devrais faire un effort pour les tirer aussi vers le haut. Nous devons les tirer vers le haut. Pour moi, ça ne se limite même pas seulement aux gens du Nord. C'est-à-dire que ce combat dans lequel moi j'entre, c'est aussi pour des gens comme les Biboun Isaac, pour les professeurs Foguet. Après 7 ans de lutte, si ça se passe comme ça se passe là, ils vont continuer à rester, ou bien les gens se sont déjà arrangés, ils ont négocié qu'il n'y a pas de problème. Quand ça va se passer, on va les libérer, on va leur faire une amnistie. C'est pour ça qu'il ne faut plus se battre. Mais pour tous les autres prisonniers, même qui sont morts en prison, pour avoir osé demander la liberté, est-ce qu'on ne peut pas se battre aussi pour eux? Est-ce qu'on ne peut pas mettre notre énergie pour eux? Pour le changement qu'on souhaite tant. Il ne faut pas qu'on souhaite le changement, parce que beaucoup de gens dans cette lutte, professeur, beaucoup de volontaires, beaucoup de ceux qui peuvent, ils se disent que ce problème-là est loin. Il y a peu de gens, il y a des gens, professeurs, comme toi. C'est-à-dire, j'imagine que tu ne dors pas la nuit en pensant à tout ça. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Et c'est ça qui nous tue souvent, parce que c'est la distance qui nous limite. Comme je l'ai dit cette semaine, moi je me suis cassé le bras. Et normalement, peut-être je vais me faire opérer le bras cette semaine, alors que j'étais en route pour partir au Cameroun pour être sûr, pour accompagner des personnes comme Sanda. Mais me voilà paralysé quelque part. Et qu'est-ce que je peux faire? Mais tout ce que je peux faire, c'est de dire à Sanda, battez-vous, nous sommes avec vous. On va faire tout ce qu'on peut. Nos encouragements sont là. On va faire tout ce qu'on pourra faire. On va vous accompagner parce que vous vous battez, parce que vous voulez vivre. Vous ne vivez pas, vous survivez. Nous allons vous accompagner. Nous allons vous accompagner pour nous-mêmes, parce que moi-même, c'est ma famille qui souffre comme Sanda. Elle n'est pas de l'extrême nord, mais elle est partout dans le Cameroun. Et Oumiobe, quand le général de Gaulle a voulu donner à Oumiobe des facilités, quand on a voulu donner des avantages à Oumiobe seul, on lui a dit, nous, on va te donner ça. Le général de Gaulle a dit, on va te donner ça, ça. Il leur a dit, je ne prends pas. Si vous me donnez à moi et mes frères, ils ont quoi? On lui a demandé, mais qui sont tes frères? Toi, tu peux prendre ce qu'on te donne. Il a dit, mes frères, c'est le Bamileke, c'est le Douala, c'est le Haoussa, c'est le Nordi, c'est tout. Ce que vous voulez me donner à moi, donnez ça à tout mon peuple, donnez ça à tous les Camerounais. Et c'était ça la lutte de Oumiobe. Donc, je pense que si nous étions dans cet esprit de dire que le combat que nous menons, nous ne menons pas pour nous. Pour ça, Bodi, tu n'as pas besoin, tu n'es pas dans la soif de manger ou de dormir. Tu pouvais dire, je m'en fous. Ces gens-là, ils m'ont fait ce qu'ils au Cameroun, je tourne le dos, je m'en vais. Ces gens-là ont fait que quelqu'un comme la Lapiro de Banga, elle a mouru aux États-Unis, s'est fait incinérer. Aujourd'hui, il faut que sa cendre rentre. Donc, beaucoup de gens peuvent dire, on n'a plus rien à faire là-bas, mais on ne peut pas. C'est la terre de nos ancêtres. Boni, aider ces jeunes, aider des Sanda à s'en sortir. D'accord. Vous dites... On n'entend pas.
J'ai une question pour te relancer. Parce que j'ai bien compris, je crois qu'on a compris. Il faut aider le peuple camerounais qui souffre, le peuple qui ne peut pas s'instruire, le peuple qui ne peut pas se protéger des intempéries, le peuple qui ne peut pas se soigner. Et ce peuple-là, d'après toi, semble être représenté par la dynamique qu'impose aujourd'hui le FNC de Issa Chiroma et avec un jeune homme comme Sanda Ebri qui se bat comme il peut. Ok. Alors, comment comprendre donc, en tenant compte de ce constat, comment comprendre la sortie et la décision de l'APC par la voix de son leader charismatique, M. Maurice Kamto, qui lui semble donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter ça, semble avoir abandonné ce peuple qui souffre à son propre sort en disant, bon, moi, je ne suis plus là-dedans, je vous laisse faire, puisque les riches n'ont pas pu se mettre ensemble avec les pauvres. Entre la caste UP et puis les courtisans, puisque j'ai compris que Bello Bouba, c'est quand même la haute classe de la société nordiste, et Chiroma fait plutôt partie de ceux-là qui sont les employés. Pour résumer, pour que les gens comprennent. Comment on peut comprendre donc cette décision qui a quand même tout son sens et qui a toute sa portée quand on connaît le poids politique de M. Maurice Kamto. Je vous laisse d'abord, on réécoute, hein, parce que je crois que tout le monde a écouté ça. On réécoute et j'aimerais avoir l'avis de chacun de vous sur son interprétation de cet acte politique fort. Allons-y, on écoute. Prof. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux, ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État. En l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction du président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer, l'un ou l'autre, créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1.
l'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto, et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. Très bien. Donc, on a écouté le discours et je voudrais avoir l'avis de chacun de vous sur l'interprétation de cette décision de l'APC et de son représentant, son chef, le président Maurice Kamto, de ne pas donner de consigne de vote, de laisser chacun décider, donc de ne pas influencer le choix des uns et des autres, en sachant que les leaders d'opinion ont quand même pour vocation de guider, tant faire que se peut, l'avis de ceux-là qui ne demandent qu'à comprendre ce qu'il faut faire. Alors, la maman, quel est ton avis sur cette décision historique, parce que ça va faire partie quand même des étapes de cette élection-ci. Qu'à un moment donné, on a arbitrairement rejeté la candidature de M. Maurice Kamto. 2, qu'à un moment donné, il a décidé de ne soutenir aucun candidat et de ne donner de consigne de vote. Comment est-ce que tu interprètes ça? Pour ça, je suis gêné. Je suis gêné parce que s'il fallait que je parle avec mon cœur, ce ne sera pas bien. Je préfère le dire comme ça, très honnêtement. Parce que s'il fallait que je parle avec mon cœur, je crois que c'est pas bien. Et depuis la journée, je prie Dieu de ne pas me laisser parler avec mon cœur. Je demande à Dieu de me laisser, de me donner la force d'aider ceux qui veulent avancer, avancer. Parce que il faut dire des choses. Je suis très perturbé depuis toute la journée parce que je me dis, est-ce qu'il faut dire ce que je pense ou est-ce qu'il faut me taire? Je suis gêné. Et quand j'ai encore entendu Sanda, ça m'a plus gêné. Ça m'a énormément gêné. Et je ne suis pas sûr que je vais me taire. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes. C'est-à-dire, je me bats depuis toute la journée pour dire non, pour se taire. Mais je crois que me taire serait être complice. Me taire serait abandonner les Sanda. Boni, nous avons tous écouté ce qui est dit là. Est-ce que ce qui est dit là, est-ce que cette décision mène au changement? Très honnêtement, est-ce que cette décision mène au changement? Est-ce que ce message-là nous dirige vers le changement? Professeur Boni, soyons honnêtes. Est-ce que cette décision-là va nous faire arriver, nous a tracé la route pour atteindre le changement? Non. Cette façon, ce message, c'est une dispersion de voix. Et je pense que de voir ce jeune homme-là m'oblige à parler. Il a fait du ponce-pilatisme. Dites-le comme ça, dites-le lui. Il a fait du ponce-pilatisme. Il a fait du ponce-pilatisme pour le peuple camerounais, pour les Camerounais, pour ceux qui veulent changer leur vie. Il leur a dit, allez vous débrouiller. Oui, c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ce qu'il a fait. Lui qui a dit, ce n'est pas écrit sur mon front que je suis président, je vais être président de la République. Lui qui a dit, je suis pour le changement. Lui qui a dit, j'accompagne le peuple. Mais c'est lui qui a dit à ce peuple aujourd'hui, allez vous débrouiller. Il faut dire la vérité, il faut dire comme ça. Je me suis retenu toute la journée pour ne pas parler, mais il faut que je parle. Quand je vois des enfants comme ça pleurer, il faut que je parle. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Les espoirs étaient tellement basés sur ce qui sortirait de sa bouche. Mais il a montré au peuple camerounais
que comme vous avez laissé qu'on ne me prenne pas, moi aussi je vous laisse dans la rue. Oui, c'est ça. Mais il y a une seule chose, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide sur le sort des Sanda. C'est Dieu qui décide sur le peuple camerounais qui souffre. Et c'est encore Dieu qui va décider pour le 12 octobre. Moi, j'ai foi en ça. Quand j'écoute ce discours, professeur Boni, quand je vois c'est-à-dire quand il dit que moi, il parle de lui et de l'APC, il ne cite pas du tout le Manidem, il ne cite pas du tout Anissé Ekane qui a tout pris sur lui jusqu'à la Cour suprême. Oui, il ne cite pas Anissé. Ça veut dire que l'acte que Anissé a posé ne compte pour rien. On a vu Anissé à Bafoussam. Et c'est moi qui j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Boni, quelque chose n'allait pas depuis un bon bout de temps. Ils sont simplement en train de nous cacher des choses. Ils sont en train de nous cacher, ils ne nous disent pas la vérité. Il y a des choses qui se sont passées avant cette date d'aujourd'hui. Mais pourquoi avoir attendu seulement cette veille pour pouvoir dire qu'il n'y a pas le temps, les gens ne se sont pas préparés? Boni, c'est comme ça qu'on a passé des mois et des mois sur mandat impératif, mandat représentatif, pour qu'à la fin on se retrouve à la dernière minute perdu. C'est comme ça qu'on a toujours fait perdre du temps. On a perdu du temps, on a perdu du temps pour se retrouver ce 26 septembre et qu'on dise allez vous débrouiller, que chacun fasse comme il veut. Boni, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Je me suis juré que je me battrais pour que les autres, ceux qui n'ont pas eu la chance, peut-être que moi j'ai dans la vie, que je leur tende la main, que je ne les laisse pas au bord de la route, que je me batte pour eux. Et moi, je m'attendais qu'on se batte pour les Sanda. Parce que moi, je ne me bats pas pour moi. Je pouvais dire que je m'en fous, j'ai ma vie. Mais je me dis que je dois me battre pour ces enfants-ci. Je ne regarde pas les autres, je les regarde eux. Eux qui n'ont pas la chance d'avoir ce que nous avons. Je ne peux pas les laisser au bord de la route. Je ne peux pas les abandonner en plein carrefour. Je ne peux pas les laisser dans les luttes. Parce que quand Sanda vous a très bien expliqué que quand on demande à un candidat que mais dans tes rangs, il y a des gens qui sont encore dans le gouvernement, il dit ça ne me regarde pas, ils peuvent rester là-bas, c'est moi qui ai démissionné. Ça, tout le monde l'a entendu, tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous voulez que les Sanda vous apportent comme preuve encore pour dire que le peuple les accompagne? Nous avons vu ce qui s'est passé à Bafoussam, nous avons vu Meiganga, nous avons vu Gawa, nous avons vu Maro. Qui n'a pas vu le peuple vouloir accompagner un candidat? Quel dessin on voulait qu'on nous fasse encore pour nous montrer qui est-ce que le peuple accompagne? Moi, je dis, ça, c'est laisser des gens en plein carrefour. Ça, c'est dire, c'est votre problème. Parce qu'on a entendu plusieurs fois, professeur Boni, des gens dire que oui, on veut nous mêler dans quelque chose. Attendez, quand ils étaient candidats, la Cour constitutionnelle était valable. Le code, on allait avec ce même code. On faisait tout. Tout était bon quand ils étaient... Mais du jour au lendemain, quand leur candidature n'a pas été acceptée, cette élection ne valait plus la peine d'être faite. Alors que, professeur Boni, je te l'ai dit, je vous l'ai dit, moi j'étais contre ces élections depuis le départ. S'il n'y avait que moi, on ne serait pas parti aux élections. On aurait repoussé pour tout préparer avant de faire des élections. Et à égalité, on aurait exigé que les municipales se passent avant la présidentielle, pour que tout le monde rentre dans le jeu. Mais les gens ont dit, nous allons à cette élection. Et quand les gens se sont entêtés y aller, c'est pour ça que moi aussi, je suis entré dans cette élection. Mais à partir du moment où une candidature a été rejetée injustement, ces élections sont devenues des élections qui ne valent plus la peine. Ces élections sont devenues des pourries élections, des élections malhonnêtes. Et maintenant, tous les autres candidats n'étaient que des accompagnateurs. Des gens qui acceptaient la forfaiture, des gens qui voulaient encourager le faux. Donc moi je dis que, professeur Boni, on va faire avec ce qu'on a. Quand vous n'avez rien, quand vous devez vous battre la main nue, vous vous battez. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Quand on a l'énergie du désespoir, professeur Boni, on se lève et on se bat, et en main nue, même dans sa pauvreté. Donc, la maman, vous étiez en train donc de conclure au fait que il faut faire quelque chose. Malgré tout, il faut faire quelque chose, il faut soutenir le peuple qui souffre. Le peuple qui souffre et le peuple représenté par Sanda ici, là, il se bat et on le voit. Et je pense que chacun de nous ne peut qu'être solidaire. Alors, avant que je ne te redonne la parole,
j'aimerais rapidement... Pour ça, s'il te plaît, regarde, soyons honnêtes, regarde l'environnement de Sanda, regarde les efforts qu'il a fait pour venir même te présenter son émission. Est-ce que tu ne vois pas que c'est un morceau de tissu qu'il met derrière lui pour te parler? Un endroit où il n'y a pas de réseau, un endroit où peut-être, comme tu vois là, ils sont dans quelles conditions, mais il vient pour te dire que je veux me battre. Est-ce que nous ne voyons pas ça à l'œil nu? Est-ce que nous ne voyons pas ça? On voit. Et on va se battre. J'ai une idée, mais je le ferai tout à l'heure en aparté. Il y a des choses à faire. Même par rapport à ce discours, de cette décision de l'APC, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais j'en parlerai tout à l'heure.